Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver de vous trouver, parce que c'est la première fois, c'est une première. On a un petit peu d'appréhension, mais on est très content de cette première. Peut-être on peut d'abord te présenter. Donc, moi, je suis Corinne Rumin, adjointe au directeur diocésain pour le second degré, donc collège-lycée. Et Raphaël David, adjoint pour le premier degré. Dans l'équipe de préparation, on a deux personnes. Petit piège qu'on va inviter à ouvrir leur caméra, Julie et Cécile, parce qu'en fait, on fait les malins, mais en fait, elles portent beaucoup, Cécile et Julie, de l'équipe École Inclusive. Cécile, elle était... Elle est ravie, elle Elle voulait est pas ravie ouvrir de son mettre sa micro. caméra. Donc voilà, merci, merci les filles pour cette préparation. Peut-être dire quelques petits éléments introductifs d'organisation. Donc, pour que ça se passe au mieux, on est sur un mode webinaire, c'est-à-dire donc micro coupé, caméra coupée. Je vous informe qu'on filme le webinaire, puisque il y a l'intérêt d'être en direct, et je remercie chacune des personnes qui sont présentes, parce que ça donne aussi de la vie à ce moment. Mais l'idée ensuite, c'est qu'il soit diffusé et utilisable après avec vos équipes, avec les équipes en établissement. Donc il est enregistré. Donc si vous dites des bêtises, c'est à vos risques et périls. Nancy, c'est pareil pour toi. Euh, Nancy vient de nous autoriser à vous diffuser le diaporama, donc ce sera dans la prochaine news, vous aurez et le replay et le diaporama de Nancy. Euh, Cette année École pour tous, vous avez vu, elle se déploie depuis le début de l'année. Elle a débuté pour les chefs d'établissement avec l'intervention de Joseph Chevanet qui a bien lancé l'année. Et puis avec l'équipe École Inclusive, avec Corinne, voilà, vous avez différentes propositions qui vous sont faites avec ce défi de transformer par petits pas notre école pour la rendre plus inclusive. On n'a jamais fini le chemin. Et on n'est pas parfait, mais on fait des choses et puis on continue à avancer. Dans ces petits pas, ben, vous avez vu des phrases inspirantes, vous avez vu des petites pépites du terrain. Là, c'était la semaine dernière, une enseignante, mais comme d'autres, hein, mais pour montrer que ben, voilà, cette école, elle est en marche. Il y a eu des défis, il y en aura d'autres. Et puis, un autre des éléments, c'est ces webinaires avec des experts internationaux qui nous rejoignent pour nous aider à faire un petit pas de côté et puis à avancer dans nos établissements. Donc, dans les webinaires qu'on a prévus, euh, on travaille avec les gens qui sont chouettes, puis qu'on connaît. Nancy, donc on va présenter tout à l'heure, qui va se présenter tout à l'heure, est déjà intervenue auprès des enseignants SPE l'année dernière et nous a fait une intervention très chouette. Marie Toulec, avec qui on a travaillé sur le co-enseignement, qui nous parlera des mythes et réalités, un peu des fausses représentations qu'on peut avoir sur l'école inclusive. Véronique Poutou, qui est l'autrice du site Vers une école inclusive, là, on sera sur la conception universelle des apprentissages, mais dans une vision très resserrée autour des pratiques pédagogiques. On aura aussi l'IREPS. Enfin, les choses sont en train de se construire, mais l'idée, c'est qu'une fois par période, voilà, on puisse vous rejoindre avec ces temps de formation. Notre première experte, c'est la sœur d'Hermione. C'est la sœur d'Amiens. J'avais dit que je ferais une petite blague, désolé, Nancy. Et donc, moi, j'ai pas eu la chance d'assister déjà à une rencontre avec Nancy. Et donc, je pense qu'on est plusieurs aussi dans ce cas. Donc, ma question, mais qui es-tu, Nancy? Est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter avant de faire ton exposé? D'abord, bonjour. Qui suis-je? Je dirais que d'entrée de jeu, je suis une enseignante de carrière. J'ai enseigné 25 ans au secondaire. C'est un peu à ce moment-là où les questions d'inclusion ont commencé à je vais dire, titiller. Parce que je rencontrais beaucoup d'élèves avec des difficultés et puis j'ai voulu vraiment apprendre à les connaître, comprendre pourquoi ils avaient des difficultés, qu'est-ce qu'on pouvait faire comme enseignant pour faire en sorte qu'ils réussissent et soient aussi interpellés par l'apprentissage puis qu'ils aiment apprendre. Alors, comme je n'avais pas trop de loisirs, j'ai décidé de faire une maîtrise. Et puis, cette maîtrise-là a été en didactique du français, donc pour voir un peu l'engagement et la motivation au regard des classes de l'enseignement du français. Et par la suite, toujours pas plus de loisirs, donc j'ai poursuivi et j'ai fait un doctorat sur les élèves en difficulté, les stratégies de lecture, écriture Papa, il m'a dit que déjà, il m'inscrire, on a eu une
Pardon, je coupe le micro. Ouais. Vas-y, pardon, Nancy. Et en fait, donc, un doctorat sur les stratégies de lecture et écriture dans toutes les disciplines afin que les élèves, finalement, puissent utiliser ce qu'on appelle plus des stratégies en littératie pour mieux comprendre et appréhender, développé leur esprit critique. Donc, à l'issue de ça, j'ai beaucoup travaillé sur, bien entendu, l'accompagnement des enseignants, sur les principes d'inclusion scolaire, comment on fait pour offrir de manière diversifiée des moyens, des façons de faire pour que les élèves entrent dans la tâche, s'y intéressent et ultimement réussissent à l'école. Donc, voilà. Et depuis, je suis professeure à l'Université de Sherbrooke. Donc, en gestion de l'éducation et de la formation, je suis principalement responsable de la conseillance pédagogique, mais j'interviens aussi auprès des directions d'établissement. OK. Donc, juste Sherbrooke, c'est pas la forêt de Sherbrooke, hein, c'est au Canada. Hein, c'est là d'où tu causes. En même temps, on avait C'est un petit cela. peu entendu que c'était au Canada. Oui, Et donc- c'est ça. Même si Hermione Granger est quand même plutôt anglaise, d'Angleterre. Bon, Moi, je suis au Québec. On t'a sollicité, en fait, notre rentrée cette année, pour le début de l'année, c'est la conception universelle des apprentissages, on en a parlé. Et puis, dans l'échange qu'on a eu, on s'est dit, on va prendre un petit focus un peu arrière sur l'accessibilité et aussi sur l'identité professionnelle. C'est des éléments que tu avais pris avec les enseignants spécialisés, mais on s'est dit que voilà, c'était vraiment intéressant de se regarder pédaler. Et puis, enfin, je vais te laisser causer, tu causeras bien mieux que moi. On est OK, Nancy? Je partage. Oui, et je te dis On quand disparaît, changer. nous, et on te laisse la piste aux étoiles. Fais-nous rêver, Nancy. Ah oui, merci. Donc, le titre de la conférence d'aujourd'hui, c'est Identité professionnelle et accessibilité. Bien entendu, j'avais été sollicitée pour parler un peu de la conception universelle des apprentissages. Je crois que Véronique Poutou va parler vraiment de la dimension plus, je dirais, pragmatique. Ici, je voulais quand même vous faire réfléchir sur le fait de notre identité en tant que personne, mais aussi comme professionnel permet de nous aider à réfléchir ou d'ouvrir en tout cas des dimensions pour s'analyser et voir un petit peu comment est-ce qu'on accueille, j'ai envie de dire, les principes de l'inclusion ou de l'éducation inclusive et qu'est-ce qu'on en fait comme professionnel. Ça amène des enjeux pour tout le monde. Et je trouvais qu'à travers les accompagnements multiples que j'ai faits à travers le Québec dans différentes écoles, très souvent, lorsqu'il y a des tensions qui se pointent, elles sont liées a priori à des identités et ensuite à des pratiques. Donc, aujourd'hui, je vais me concentrer ici davantage sur les identités, bien entendu. Donc, on peut passer à la prochaine. Donc, rendre accessible l'apprentissage pour tous, quels enjeux? Alors, en fait, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le co-enseignement, mais au-delà du co-enseignement, on voit qu'avec l'éducation inclusive, il y a une multitude d'acteurs qui interviennent dans les milieux. Entre autres, je parle toujours du Québec, là, bien entendu, mais il y a des personnes ressources, pour utiliser un terme plus générique, qui, en fait, interviennent dans la salle de classe pour différentes raisons. Donc, chez nous, ça peut être ce qu'on appelle l'orthopédagogue ou le logopédiste, peut-être chez vous. Ça peut être chez vous l'AESH, chez nous des personnes, des aides à la classe ou des enseignants ressources. Bref, il y a une diversité d'acteurs qui vient soutenir l'enseignant, parfois l'enseignant lui-même, parfois l'élève lui-même, parfois les deux. Donc, quel est son rôle à l'enseignant, jusqu'où il doit soutenir l'apprentissage et à quel moment c'est l'expertise ou la complémentarité avec une autre personne qui doit s'actualiser en salle de classe. Un autre enjeu est aussi d'accepter la ressource.
Donc, une fois où on souhaite intervenir en complémentarité, chez nous, on parle de collaborer. Je sais que chez vous, vous dites plutôt coopérer. Mais bref, dans ces termes-là, quand on souhaite collaborer ou coopérer, ben, quel est le rôle de chacun et quelle légitimité aussi on se donne chacun. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le dispositif d'enseignants ressources au Québec. Ben, c'est 2 enseignants qui collaborent en salle de classe, mais ils ne sont pas toujours 2 enseignants de mathématiques ou 2 enseignants de français. Donc, ça fait en sorte que les expertises singulières doivent être au profit de quelque chose de commun. Et ça, ce n'est pas, on va le voir, toujours évident. Enfin, développer des ressources, ben, pour différencier, je dois connaître différents moyens d'intervention. Ça a l'air simple ou une vérité de la palisse, mais ça ne l'est pas. Hein? Donc, comment est-ce qu'on s'y prend pour faire ça, développer des ressources? Et ça, c'est des questions qui, pour aller plus loin ou travailler dans vos écoles, bien, qu'est-ce que c'est une ressource différenciée et à partir de quel moment est-ce qu'on peut trouver que ça sert le même but? Donc, il y a toute une réflexion, je dirais, didactique en dessous de la dimension inclusive. Il faut bien comprendre quels sont les buts d'apprentissage pour être capable de différencier, dans le fond, les outils, les moyens, les ressources qu'on va offrir aux élèves et les critères d'accessibilité aussi qu'on va leur offrir. On peut changer. C'est peut-être la diapo la moins conviviale, mais je vais essayer de faire ça plus sexy à l'oral. Ici, je vous présente, en fait, quand on parle d'enjeux, on parle du fait que, comme enseignante ou comme intervenante, personne ressource, quand j'aborde l'enseignement et l'apprentissage, j'ai une posture. J'ai une vision de c'est quoi des élèves, comment ils devraient apprendre et qu'est-ce que c'est un enseignant. Est-ce qu'un enseignant offre des possibilités? Est-ce qu'un enseignant peut poser des questionnements pour faire en sorte que l'élève avance dans sa réflexion, etc.? Et de quel type de questions on peut quels sont les types de questions qu'on peut poser, quelles sont les questions qui nous amènent plutôt à offrir la réponse à l'élève. Donc, c'est vraiment tout au long de la carrière, on va se développer comme personne et la réflexion identitaire, ben, elle arrive, c'est une boucle. Hein? On voit ici comme une espèce d'entonnoir, mais elle va être une boucle. Alors, ça, c'est un schéma qui a été fait par Goyer et collègues en 2001, mais je le trouve encore tout à fait pertinent, ce schéma, qui nous parle de la construction de l'identité professionnelle de l'enseignant. Et quand on regarde, bien, on voit que la construction de l'identité, c'est un processus, vous le voyez, qui est très dynamique et interactif et qui parle de soi. Alors, dès le départ, on voit l'identification. On dit qui est-ce que je suis comme prof? À quoi je crois? C'est quoi mes valeurs? Comment je pense que des élèves doivent apprendre? Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui ne l'est pas pour moi? Mais parfois, je suis face à des gens qui ont d'autres conceptions que les miennes, d'autres valeurs que les miennes, d'autres croyances. Et là, ben, ça se peut que je sois dans une phase de remise en question et que ça soit un conflit, par exemple, cognitif, un conflit de valeurs, un conflit de conception de c'est quoi l'inclusion scolaire. Et je vais devoir réfléchir sur qu'est-ce qui me heurte, qu'est-ce qui me permet d'avancer dans ces questionnements-là. L'identification va m'amener donc à reconnaître certaines ressemblances avec mes collègues ou parfois certaines différences. Ce n'est pas parce qu'il y a des différences que ça construit nécessairement des tensions, mais il y a certainement des éléments, puis ça, c'est au quotidien que ça se passe, sur des questionnements qu'on va avoir. Bien, est-ce que moi et mes collègues, on pense de la même chose et comment on va faire pour permettre la réussite scolaire des élèves? Donc, tout au long, on est en, je dirais, il y a 2 pôles, l'identification qui suis-je et l'identisation, c'est-à-dire
comment je vais pouvoir me distinguer des autres tout en étant avec eux. Et ça, ben, c'est pas évident parce qu'on a tendance à être polarisé dans la vie, puis on se dit, bon, ben, moi, je pense pas comme les autres, donc je vais faire mes choses. Mais en même temps, si on dit que l'école pour tous, elle est faite par la collaboration, la coopération et la complémentarité de ces acteurs, ben, on ne peut pas nécessairement toujours être dans une voie parallèle. On peut changer. Donc, certainement, il y a des tensions. Il y a des tensions au sein de l'école, il y a des tensions qui peuvent être cognitives, on l'a dit tantôt. Donc, ça va venir en fait ébranler notre travail et ça va amener des remises en question par rapport à ce qu'on veut faire. Quels sont les types de tensions? On parle ici de surcharge. Donc, le manque de temps, on l'entend souvent, c'est la donnée la plus utilisé dans les recherches. On dit toujours, ben, qu'est-ce que les enseignants ou les personnels scolaires nous disent? Il manque de temps. Donc, pour accomplir le travail, parce que la situation est complexe, parce que il faudrait pouvoir y réfléchir davantage, mais le quotidien est un feu roulant et ce n'est pas toujours évident. Donc, les personnes se trouvent parfois en surcharge cognitive parce qu'il y a trop de choses. On a des élèves qui ont différents besoins et des fois, quand on en a 32 avec des besoins différents, c'est compliqué. Puis d'autres fois aussi, c'est émotif. J'aimerais les aider davantage, je ne me sens pas capable ou je pensais avoir aidé, ça l'a plutôt nuit. Parfois, donc, il y a énormément d'informations qui nous parviennent et qui nous amènent vers la surcharge qu'on va dire cognitive. Donc, la deuxième type de tension, c'est le conflit de rôle qui concerne les attentes qui sont incompatibles avec la mission, soit de l'école, avec les valeurs, avec les conceptions. Et ça peut être ici de formulation de demandes aussi qu'on voit dans les politiques qui vous sont formulées en disant voici ce qui est l'école inclusive. Quand on lit les énoncés, on fait mon Dieu, comment on fait ça? Ou c'est tellement vaste qu'on ne peut pas être contre la vertu, mais en même temps, comment tu veux que je fasse ça au quotidien? Et là, ça pose des questions. Une autre tension, l'incapacité à remplir le rôle qu'on nous donne parce que je n'ai pas les ressources. Je ne suis pas capable de faire ça. L'information, les moyens techniques à ma disposition ne sont pas là. Donc, c'est très difficile pour moi de rendre optimalement ce à quoi on s'attend de moi. Une autre tension, l'ambiguïté, donc qui est relative aux standards à atteindre, aux procédures, aux manières de faire pour exercer ses rôles, à la planification même des priorités liées à son travail. Donc, il faut que je fasse ceci, mais ça, c'est plus important, ou on me presse de faire une autre chose qui, à mon avis, c'est pas important ou ça pourrait être fait plus tard. Donc, le fait que l'organisation de travail est parfois non optimisée, bien, peut créer aussi des ambiguïtés. Donc, ces tensions-là, toutes les tensions qu'on vient de voir, bien, elles peuvent être en simultané à un degré plus ou moins élevé dans notre quotidien. Donc, c'est important quand même de savoir ça parce que c'est ce qui fait que l'éducation inclusive, c'est souvent, bien, c'est souvent vu, mais c'est ça aussi. C'est un idéal à atteindre. Hein? On marche vers un horizon qui est l'éducation inclusive. Ça demeure un peu quelque chose d'inatteignable, mais on va toujours marcher vers cet horizon-là, un peu comme la paix dans le monde. Là. Mais en même temps, il y a des choses concrètes qu'on peut faire et améliorer chaque jour. On peut changer. Donc, pour essayer de résoudre ça, une des choses, c'est de s'intéresser à ce qu'on va appeler l'agir compétent, c'est-à-dire que comment on fait pour former ou se former pour être capable d'optimiser notre agir professionnel et de mettre en valeur les compétences que l'on a, je dirais de manière singulière, si je reviens à mon petit schéma de tantôt, et commune. Donc, il y a un auteur que vous connaissez sûrement qui s'appelle Le Boterf et qui dit que c'est la capacité, l'agir compétent, à mobiliser différentes ressources internes et externes pour résoudre une situation problématique ou un agir sur une situation complexe. Et
cet agir compétent-là, Guillemette pousse plus loin en disant que ça peut même être une capacité de prise de recul sur l'action, dans l'action et pour l'action. Donc, on voit que l'agir compétent, c'est mu par 3 grands éléments qui sont le pouvoir agir, savoir agir et vouloir agir. Et parfois, quand on parle de tension, je sais ce que je dois faire, je veux le faire, mais dans des situations, parce que c'est comme ça, je ne peux pas. Soit parce qu'il y a un manque de ressources, soit plein de choses, mais je ne peux pas. Et donc, quand on est brimé dans son pouvoir agir, il peut y avoir des moments où on est plus émotif, on se sent plus vulnérable parce qu'on a l'impression, justement, à repenser aux tensions dont on vient de parler, ben je ne peux pas agir. Ben, c'est la même chose aussi. On me demande quelque chose, on me dit, tiens, tu peux faire ça, mais je ne sais pas, moi, je ne connais pas ça. Alors, ce sont des pôles à travers duquel, si on regarde ce triangle, mais il va y avoir des tensions perpétuelles, c'est normal. Il faut amoindrir ces tensions-là idéalement pour ressentir du bien-être et que ce soit accessible. On parle d'accessibilité aujourd'hui. Donc, que l'éducation inclusive soit accessible pour nous, mais aussi pour les élèves. On peut changer. Donc, quand on parle de tension, ben, vous le savez, il existe la zone proximale de développement, et ça, c'est notre ami Vygotsky, bien sûr, qui en a parlé. Cette zone proximale de développement-là, elle peut être de la personne elle-même, mais elle pourrait même être celle de l'établissement scolaire, voire même d'un regroupement d'établissements scolaires, ou même de l'éducation nationale. On peut dire, par exemple, que la personne, c'est l'écart entre sa capacité à résoudre la situation de manière autonome et son niveau de compétence pour y arriver. OK? Donc, on le fait avec nos élèves, on va dire, ben, quel est son prochain petit pas qu'il peut faire, l'élève? Bien, c'est la même chose pour l'enseignant au niveau des principes de l'éducation inclusive qui font en sorte qu'on doit réfléchir à quelque chose d'universel. Comment est-ce que je peux lui donner des éléments pour avancer davantage? Que ce soit parce que c'est une inaccessibilité qui est physique, intellectuelle, les deux, autre chose. Donc, que ce soit l'élève, que ce soit l'enseignant, il y a une zone proximale de développement qu'on doit respecter. En dehors de ça, l'écart est trop grand et la personne se désengage. Et c'est jamais souhaitable parce que le désengagement, ben, ça fait en sorte qu'on est plus intéressé puis on ne marche plus vers quelque chose. Même chose pour l'établissement. Qui sont les personnes qui composent cet établissement et quels sont les enjeux identifiés et qu'est-ce qu'on a à notre portée pour faire un prochain petit pas. Et c'est toujours ça l'idée, c'est que si on ne prend pas soin de cette zone proximale de développement-là, qui aussi a l'air d'une vérité de la palisse, ben on laisse des gens derrière, puis on sent qu'il n'y a pas la collaboration ne se pourra pas, il n'y aura pas un effet de masse. Ça va être quelques individus qui courent très vite à travers le bois, mais l'ensemble des ours est resté derrière à essayer de patauger là, dans la mare pour avancer. Et ça, ben, c'est rarement positif. On change. Donc, ben, on en arrive là, hein, parce que si on dit qu'il y a toute une question d'identité, qu'il faut apprendre à se connaître puis à analyser un petit peu ce qui est un enjeu pour moi, ce qui pose problème, quels sont mes facilitateurs auxquels j'ai accès et comment est-ce que je peux tisser des liens avec les autres, ben, le dialogue est toujours une bonne façon pour pouvoir négocier, je dirais, les rôles de chacun, la compréhension individuelle et mutuelle des situations qu'on doit appréhender lorsqu'on est dans une perspective d'éducation inclusive. Donc,
La collaboration est reconnue comme étant une pratique complexe à mettre en place, puis elle nécessite quand même du temps. Pour faire quoi quand on est à deux, ou plusieurs même en équipe, pour co-planifier, co-construire et co-évaluer. Ces trois termes-là pourraient prendre 45 heures de notre temps là, pour expliciter autour de ça. Parce que co-planifier, c'est pas juste dire on va faire les pages 12 à 44. C'est aussi de se demander, on l'enseigne comment? On fait quoi? Quels sont les nœuds? Comment on va défaire ces nœuds? Quels sont, au terme de mon enseignement, qu'est-ce que les élèves pourront faire? Ou mes collègues, comment est-ce qu'on travaille ensemble à partir d'expertises qui sont complémentaires et individuelles, etc. Donc, ces étapes-là supposent de développer des interactions qui s'appellent de qualité entre les personnes pour qu'on en arrive à une négociation pertinente pour tout le monde qui va engager les gens. Donc, on reste toujours, ce dialogue-là doit impliquer une prise en compte de justement la zone proximale de développement de chacun pour voir jusqu'où chacun peut se rendre. Et on n'est pas tout obligé d'aller à la même vitesse, mais il faut que tout le monde soit au clair, qu'il y en a qui vont plus vite, d'autres moins vite, d'autres qui vont faire une autre tâche, un peu comme si on invitait toute la famille à la maison pour cuisiner. Il y a des gens qui font des choses très complexes, puis d'autres qui coupent des petits légumes à côté, mais c'est bien correct parce qu'on est ensemble et que ça va donner un tout intéressant à la fin. On peut avancer. Donc, je voulais quand même vous parler d'un concept que j'aime bien, qui est le dialogue co-génératif. Ça dit bien ce que c'est. Hein? C'est vraiment quand on parle de négociation ou être capable de mettre les choses ensemble. Puis génératif parce qu'on veut que ça donne quelque chose à la fin. Là. Donc, on ne parle pas pour parler, on ne discute pas pour discuter, on discute pour arriver à un commun. Donc, il a été défini par des auteurs comme une discussion qu'on va dire formelle, basée sur des expériences qui sont partagées puis qui sont centrées sur l'amélioration de l'enseignement et l'apprentissage. Donc, le dialogue est profitable au développement des enseignants, des personnels scolaires, à la fois sur la dimension pédagogique, mais aussi sur le fond, la dimension didactique de quelles sont les étapes pour faire apprendre. Donc, ça permet de clarifier le vocabulaire parce que, mine de rien, qu'est-ce qu'on met derrière le même mot qu'on entend? Ce n'est pas toujours évident. Se questionner sur ce que l'élève est prêt à apprendre et le soutien qu'ils devront lui offrir. Donc, parfois, on impute des besoins des élèves. Le mot besoin, je fais une parenthèse rapide, est excessivement utilisé. Alors, moi, je fais ça parce qu'il en a besoin, les besoins de mon élève, mais il faut laisser aussi l'élève peut-être être capable d'identifier ses propres besoins et pas toujours le couronner d'une série de besoins. Et en même temps, qu'est-ce que je dois faire si je veux qu'il fasse cette lecture-là? Quelles sont les stratégies d'enseignement que je vais lui enseigner pour qu'il soit capable, dans le fond, de se nourrir à même ce texte-là? Prendre en compte, je l'ai dit, la ZPD et de leurs élèves, mais aussi d'eux-mêmes. Donc, parfois, c'est nous qui avons de la difficulté à avancer, mais les élèves seraient prêts et parfois, c'est l'inverse. Donc, il faut être conscient, je dirais, de ce qu'on est, de ce qu'on sait, de ce qu'on peut faire, puis de ce qu'on doit encore acquérir parce qu'on n'est pas prêt à le faire. Stimuler aussi un questionnement réciproque qui va permettre des discussions de groupe. Donc, les communautés d'enseignement, d'apprentissage professionnel, les communautés de pratique, etc., toutes les initiatives qui permettent aux gens de discuter, c'est toujours une bonne idée. Puis ça doit se faire au quotidien pour garder un suivi. Mais je dirais, ces communautés-là, elles doivent être structurées de manière à ce qu'on garde des traces de quelle est notre mission, quelles sont les questions qui se posent, quels sont nos enjeux, quels gestes on met, et après avoir posé des gestes, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'on revoit notre façon de faire? On peut changer.
Donc, je voulais vous présenter rapidement quand même 5 types de dialogue cogénératif. Donc, un dialogue de gestion, OK, qui est plus lié à la logistique, à l'attribution des rôles de chacun. De remue-ménage, qui est plutôt un moment d'idéation où on va se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire si on était fou et si on rêvait. Moi, j'aime bien ça, me dire ça, parce qu'après avoir rêvé, des fois, on garde des choses franchement intéressantes qu'on n'aurait pas pensé au départ. Un dialogue plus critique sur quelles sont nos limites, qu'est-ce que j'ai perçu quand on est intervenu et comment on ressent notre travail ensemble. Donc, être capable quand même d'avoir un peu des fois des conversations courageuses et de réajuster le tir. On peut changer. Il y a aussi le dialogue qu'on appelle directif, hein, qui permet de s'exprimer sur une prise d'autorité qui est souhaitée ou non souhaitée par l'autre. Verbaliser aussi comment on le vit. Hein? Parce que parfois, ben, dans une classe, ça arrive où quelqu'un prend plus de place que l'autre, et va imposer un petit peu. Je vous donne un exemple. Là, en co-enseignement, on a eu à un moment donné une prof qui dit, alors c'est moi l'experte, donc l'autre a fait ce que je lui dis. Donc, ben, si on est là pour travailler ensemble, c'est bien l'expertise disciplinaire, mais il demeure que l'autre avait des compétences aussi complémentaires et je pense que le dialogue pouvait s'effectuer à ces deux niveaux-là sans qu'un prenne le pas sur l'autre. Et finalement, le dialogue réflexif qui permet de voir plus loin. Hein, donc, qu'est-ce qu'on voit pour les orientations futures? Est-ce qu'on doit coopérer mieux, différemment, moins coopérer? Donc, rétablir un peu le sens des choses. Et ça peut être aussi de se recentrer, comme je disais, sur la planification, le contenu, les formules aussi pédagogiques qu'on adopte, sortir du cadre, bref, ramener ça pour faire en sorte qu'on doit s'ajuster à la situation et non pas s'ajuster à un élève ou s'ajuster à nous parce qu'on a des blocages. Donc, c'est là toutes les tensions qui émanent en fait du travail enseignant. On peut changer. Donc, rapidement aussi, je voulais vous présenter en fait les grands principes de l'éducation inclusive. Je l'ai tiré du Conseil supérieur de l'éducation. Puis je vous ai fait un zoom rapide parce que vous allez voir tantôt, je vais vous laisser le PowerPoint, là, mais je ne vais pas tout lire ça. Mais en fait, 3 grands principes à considérer. On va dire que c'est envisager la diversité des élèves dans leur ensemble pour être capable d'offrir quelque chose qui est un peu inclusif et universel. On voit aussi maintenir des exigences élevées, hein, dans une recherche de solutions pour la réussite. Donc, ça ne veut pas dire niveler par le bas, si on l'entend souvent, et parfois c'est une impression. On a l'impression de niveler vers le bas parce qu'on va aller proposer une diversité d'activités pédagogiques qui ne sont pas tout à fait celles prévues au départ. Pourtant, si la cible de formation, au terme de ce cours, de cette séquence, l'élève aura appris X, Y, Z, si par différents moyens il l'apprend, bien, tout est bon. Agir en amont aussi sur quels sont les obstacles que j'entrevois, puis essayer aussi d'avoir des réponses qui vont être collectives. Et donc, vous voyez qu'il y a différentes orientations qu'on peut prendre, mais entre autres, placer l'élève au centre d'une éducation, donc le reconnaître, suivre son cheminement. Ça répond aussi au mot besoin, là où je ne lui donne pas des besoins, j'attends qu'il les manifeste. Insuffler aussi une certaine souplesse. Ça, je pense que c'est vraiment un gros travail qu'on a à faire, et je m'inclus toujours dans ça, d'être le plus souple possible, puis de voir que les choses peuvent différer d'un endroit à l'autre. Privilégier la recherche de solutions collectives, bien entendu. Un peu la pratique réflexive dont on parlait aussi. Réaffirmer les visées inclusives, le redire, se préciser, comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça, l'inclusion, et qu'est-ce que ça veut dire le mot diversité, qu'est-ce que ça veut dire être universel, qu'est-ce que ça veut dire réussite. Ça vaut la peine comme activité de le faire ensemble. Puis 6, élargir le champ des possibles. Donc,
vous allez voir que plus on gagne en souplesse, ben, plus on ouvre le champ des possibles. Donc, ça va un petit peu ensemble. Et j'ai remis ici quand même une image qui est fortement propulsée par le web, là, mais où on voit quand même l'accès universel ici, alors que finalement, ben, l'égalité, on voit qu'on donne le même petit banc à tout le monde. L'équité, ben, ceux qui en ont besoin, ils en ont. Puis l'accès universel, c'est ben, on fait ça un lieu où tout le monde peut aller. Comme ça, la vision n'est pas obstruée par rien. Donc, ce n'est pas très complexe et ça permet beaucoup plus d'ouverture. On peut changer. Donc, je vous disais, ça, c'est un document qui se trouve, vous avez le Conseil supérieur, vous pourrez trouver le document en ligne sans problème et vous verrez qu'il y a toutes sortes d'exemples ou de suggestions qui sont intéressantes. C'est un très beau document du Conseil supérieur que je voulais vous faire connaître. On peut passer. Donc, dans des interventions dans le plus concret, mettons, là, donc, je voulais quand même vous montrer ici une genre de grille qu'on s'était fait avec des enseignants pour observer les capacités des élèves. Donc, tu sais, au lieu juste de faire des tests puis de se dire, bon, ben moi, je passe un examen et je décide si l'élève est bon ou pas bon, ben parfois, on peut aller mettre sur papier les éléments qu'on voudrait regarder, puis tranquillement, ça va venir alimenter le dialogue cogénératif qu'on aura. Et on peut se dire, bon, mais aujourd'hui, c'est juste le vocabulaire, on regarde s'il est capable d'utiliser différents mots pour autour d'un champ lexical, par exemple, ou est-ce que le contenu il a l'air de le comprendre, etc. Et ensuite, c'est pas pour évaluer un élève puis dire, ben, il y a non partout, donc c'est zéro. C'est plutôt pour nous, entre enseignants et personnel scolaire, avoir un dialogue et pousser, hein, chaque mot pourrait faire l'objet d'une grille. Donc, l'idée, c'est pas ça non plus, c'est de se soutenir mutuellement, c'est plutôt ça que je veux dire, pour avoir un dialogue appuyé sur des faits observables, puis éventuellement avec des faits issus des connaissances issues de la recherche. Si on combine ça, ben, on devrait être capable d'intervenir de plus en plus et d'offrir et d'ouvrir le champ des possibles. On peut changer. Je vous ai mis ici un autre outil qui peut être intéressant quand on cherche à travailler dans une perspective, je vais dire, différenciée ou universelle. Ben, c'est une grille qui vous amène à poser des questions, à vous poser des questions, puis à poser des questions avec d'autres, un genre de napperon, hein, on peut l'imprimer, se le plastifier si on veut, mais toujours autour de l'intention pédagogique. Donc, ça dépersonnalise ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'on veut faire apprendre aux élèves aujourd'hui? Et ben, à partir de là, j'ai besoin d'informations. Donc, est-ce que je connais mes élèves? Est-ce que je sais ce qu'ils savent déjà sur cette notion, sur ce principe, sur ces procédures, sur je ne sais pas quoi? Et s'ils ont des difficultés, bien, quelles sont-elles? Est-ce que moi, je peux en faire des catégories? Comment je vais les traiter? Etc. Et si je veux dresser mon portrait, ben, qui observe quoi? Donc, est-ce que je suis seule à observer? Est-ce que j'invite, par exemple, ma personne ressource à venir en salle de classe avec moi pour faire cette observation, etc. Et vous voyez que ce schéma-là, c'est pas nécessaire. Ben, idéalement, on dresse un portrait, on planifie, on réalise l'activité, puis on évalue. OK? Donc, on aurait un tour de roue comme ça. Mais rien ne vous empêche de dire, mais moi, je me concentre sur un élément, genre juste ma planification, juste mon évaluation. Ça peut aussi se travailler comme ça. L'important, c'est que ça vous serve dans des situations pour lesquelles vous avez identifié des buts et que vous souhaitez harmoniser vos pratiques vers ça. Et il est téléchargeable, donc vous pouvez aller le télécharger là, sur le site. On peut changer. Donc, ben, Raphaël me disait, ben, quel lien avec un peu le christianisme? Puis je me disais, ben, il y a quand même des éléments qu'on peut identifier sur la question de l'identité puis du sens que l'on donne à sa vie au sein de la recherche de qui on est en rapport avec les paroles des évangiles, mais surtout aussi de se demander, est-ce qu'on incarne ce que l'on souhaite qu'il se passe? Et
un peu comme un terreau fertile, là, j'ai envie de dire, où on devient le vecteur d'une meilleure compréhension, d'une plus grande accessibilité, de la souplesse dont on parlait aussi tantôt. Puis, en quelque part, je pense que ça peut faire l'objet aussi de dialogue entre les personnes, soit enseignantes, mais aussi de toute l'équipe école, pour être capable d'identifier nos tensions, puis de marcher ensemble pour ramener ça pour une mission collective qui est vraiment la scolarisation du plus grand nombre d'élèves, mais surtout en faire des citoyens de demain accomplis, engagés dans leur société. Alors, voilà. On peut changer. On est rendu à la période de questions, puis simplement peut-être vous dire aussi que j'ai mis à la fin de la diapo, pour aller plus loin, une vidéo sur l'éducation inclusive qui illustre tout ce qu'on vient de se dire ici et qui dure environ une douzaine de minutes. C'est quelque chose qui a été pas mal apprécié là, depuis une année. Là, je l'ai présenté à plusieurs reprises. Donc, je vous suggère d'y aller. Ça aussi, c'est sur mon site web, donc vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous y aurez accès. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Désolé, en fait, je me disais, ça devait être dur pour toi de ne pas avoir de feedback. J'avais envie de t'en donner. On en a fait plein. Hein. On en a fait plein, mais tu ne les as pas beaucoup entendus. Ah, OK. On avait quelques petites questions que Julie allait te poser, mais peut-être avant ces questions-là, est-ce que dans la foule, est-ce que vous avez des choses qui vous font écho, vous avez envie de réagir? Cri du cœur. Au niveau des messages, il n'y a rien. Au niveau du fil de la conversation, les gens ont été très sages, ils ont bien écouté. Il n'y a absolument rien. Ou bien tout était clair. On n'est pas très nombreux, donc normalement on se disait qu'on n'allait pas causer, mais en fait comme on n'est pas très nombreux, ce que je vous propose c'est que si quelqu'un veut parler, tout simplement il ouvre son micro. Éventuellement s'il est OK, parce que c'est filmé, il ouvre sa caméra, mais il n'y a pas d'obligation. Moi, je te remercie, Nancy, pour ce... Ah, mais, direction Saint-Laurent, super. Isabelle. Vas-y, Isabelle. Oui, ça coupe pas mal. Moi, je voulais vous remercier, Nancy, parce que, et Corinne va me comprendre, vous avez permis de structurer ma pensée sur comment accompagner l'équipe de l'établissement dans lequel je travaille pour aller vers la CUA. J'y vois beaucoup plus clair, donc je tenais à vous remercier parce que, en plus de ce que l'on sait de la CUA, on voit, notamment grâce à l'identité, toute la partie sur l'identité, les éléments à prendre en compte. Et j'y vois un grand lien avec l'organisation apprenante. Donc, bref, tout est en train de se lier dans mon esprit. Donc, merci à vous. C'était ta politique des petits poussets, du petit pousset, des petits cailloux du petit pousset, hein, c'est ça. Hein. Ouais, voilà. Elle a dit petits pas, je dis petits poussés. Bon, ouais. on se comprend. On a les mêmes lunettes et on se comprend. Oui, dans ce que tu as dit là, moi j'ai bien aimé le cheminement de la posture personnelle à la posture du système. Cette notion de ZPD de l'établissement, de ZPD de l'enseignement, je trouve que c'est intéressant. Et du coup, ta proposition de groupe de travail interne, on voit bien. De communauté d'enseignants. Ouais, ça rejoint aussi ce qu'Alexandre Toyer a pu nous dire en nous disant, mais voilà, il faut travailler avec quelques enseignants motivés. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se met en œuvre? Ça. Est-ce que tu as des exemples ou dans un établissement, ou plein d'exemples, oui, je vois à tes yeux. Est-ce que tu peux nous dire comment on pourrait mettre ça en place dans les établissements? C'est vraiment selon les besoins, mais il y a des communautés de pratique qui peuvent se faire sur du notionnel comme plus largement, mais par exemple, dans des classes, on va dire, on voit qu'on a des vraies difficultés en lecture, donc on va s'intéresser
à ce que le programme demande, mais aussi à ce qui pose problème quand on vient pour enseigner. Puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a l'impression qu'il y a des élèves derrière, des élèves devant, puis on a de la difficulté à tout rattraper ça pour différencier. Donc, les gens se regroupent entre eux. C'est piloté parfois par une personne conseillère pédagogique ou encore la direction d'établissement. Et dans le fond, c'est un lieu où ça devrait être, on va appeler ça en bon français, un safe space, pour dire en fait que les gens peuvent dire tout ce qu'ils ont à dire, mais en même temps, on cherche la solution de comment ensemble on va y arriver et on se donne un temps pour y arriver. On va peut-être aussi faire une petite recherche de référence scientifique pour dire, ah bon, ben, est-ce qu'on est capable de mettre ça en œuvre, nous? Puis si la réponse c'est oui, ben on le fait, puis on voit ce que ça donne. Puis si la réponse c'est non, on essaie de se former entre nous pour faire en sorte qu'on s'approprie ces concepts-là ou ces méthodes-là pour être mieux capable d'intervenir et ensuite on voit. Donc, mais tu sais, ça peut être sur n'importe quoi. L'idée, c'est que ce soit structuré et non pas juste des espaces de on s'en va jaser, mais il ne se passe rien après. Et alors, parce qu'on a une diversité d'établissements, nous, mais on a des gros établissements, mais on a aussi des tout petits. J'ai vu quelques tout petits par la taille, hein, pas par la richesse de Ski TV, mais quand on est bon, 2-3 collègues, est-ce que tu as des exemples ou c'est plutôt des regroupements? Comment tu vois ça? Ben, c'est souvent au sein des écoles là, que ça se fait, mais ça pourrait être des regroupements aussi de gens intéressés à travers toute une communauté d'établissements où on va dire, ben voici le sujet, là. Tu sais, par exemple, ça nous intéresse de travailler sur telle dimension, qui est intéressé. Puis là, on forme des groupes peut-être d'une douzaine de personnes maximum, parce qu'au-delà de 12, là, ça devient cacophonique, c'est compliqué. Bon, c'est toujours ceux qui sont plus en avant qui font rouler la roue, alors qu'on veut plutôt un leadership partagé dans ces rencontres-là. Puis un leadership partagé, c'est pas de dire, alors Raphaël, tu vas faire ceci, Corinne, tu feras cela. C'est plutôt de mettre un peu je vais dire, la dinde au centre de la table, puis faire en sorte que les gens décident ce qu'ils en font. Et ça prend du temps. C'est des niveaux, là, je ne rentrerai pas là-dedans, mais on peut aussi identifier les niveaux de capacité à collaborer des milieux. Puis quand on est un établissement, je vais dire avec un niveau jeune, ben, on est moins mature au niveau organisationnel et donc il faut prendre le temps de prendre le temps pour... on ne peut pas avoir des niveaux de collaboration élevés rapidement parce qu'il y a des gens qui vont se sentir bousculés à travers tout ça. Donc, c'est quand même complexe à collaborer. Puis souvent, ben, c'est un mot qu'on lance comme ça dans l'univers pour dire, allez, on va collaborer. Non, c'est pas si simple que ça. Puis il faut, un peu comme on fait le portrait de sa classe, ben, il faut faire le portrait de notre milieu pour voir qui sont les personnes. Puis oui, les volontaires, mais j'ai envie de dire aussi ceux qui veulent se tremper un orteil dans l'eau. Parce que c'est eux qui vont devenir engagés, qui vont contaminer les autres. Parce que souvent, on appelle ça les acteurs périphériques. Les personnes très, très engagées, il n'y a pas de souci avec ça, ils sont toujours engagés. Mais les personnes qui sont périphériques, ben, un peu comme dans une piscine, il y en a qui viennent se tremper le mollet, puis ils retournent, puis ils disent « Oh, elle est froide! » Puis bon, dans une heure, il fait le saut dans la piscine. Ben, c'est ça qu'on veut, parce qu'ils voient que les gens ont du plaisir, que personne n'est mort, que, tu sais, bon, etc. Il faut encourager ça, parce que sinon, on reste toujours les très motivés, puis les non motivés, ben, ils sont derrière. Donc, pour faire quelque chose de commun, il faut donner de l'appétit aux autres. Il y a une autre question. Alors, ça s'affiche Bertrand. C'est peut-être Bertrand? Ben oui, c'est Bertrand. Salut Bertrand, tu vas bien? Ben, toi aussi, j'espère. Ben, je suis content de te revoir, au moins. Voilà. Donc, je suis adjoint de direction dans un lycée agricole, donc un petit peu à part, tout en étant complètement dans l'ADEC, mais quand même un peu à part. Mais non. La même boutique. Non, mais dans le sens où ce sentiment-là? On peut avoir, non, dans le sens où on peut avoir quelques moyens que n'a pas forcément l'ADEC. Je parle entre autres des AVSI, puisque c'est nous qui les choisissons et qui choisissons encore le nombre de AESH, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le terme AVSI, pour pouvoir choisir le temps dont on peut en avoir besoin. Je voudrais revenir sur 3 choses. D'abord, merci Raphaël et Corinne pour la soirée. Merci Nancy, non seulement pour les apports, mais en plus pour le petit accent qui fait que la soirée devient tout de suite plus exotique.
Merci aussi pour le coup de l'orteil dans l'eau, parce que je peux vous dire qu'en ce moment, là où j'habite, je suis bien dans la flotte. Les routes sont coupées, je ne sais pas si je pourrais aller travailler dedans. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, je suis responsable d'un service qui a été créé il y a quelques années maintenant, qui s'appelle le service accompagnement dans le lycée, justement, qui regroupe toutes les personnes, les aides humaines, mais pas que. J'ai aussi des intervenants dans certains domaines, que ce soit de la remédiation pédagogique, que ce soit de l'organisation, de la méthodologie, de la relaxation. J'ai cette chance-là de pouvoir faire ça dans mon lycée. Et là, je voudrais vous remercier aussi sur quelque chose, c'est que quand on est en train de gérer les PPRE, les PAP, les plans d'aménagement personnalisés aux jeunes et tout ça, on a souvent affaire à des anciens PAP qu'il nous faut renouveler, qu'on essaie d'actualiser. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans un des apports de ce soir, tout était intéressant, mais celui-là m'a beaucoup plus tilté, c'est le fait que souvent, quand on crée ce genre de document, on l'impose aux équipes d'une certaine manière. Alors, je cherche, moi, le moyen, justement, de l'individualiser, surtout de l'actualiser par rapport aux jeunes. On peut avoir un sentiment parental, on peut avoir un sentiment médical, je veux bien l'entendre, mais parfois aussi, on a un sentiment de « ça a toujours été comme ça, pourquoi ça changerait ?» Et je trouve que, justement, la grille d'observation des capacités des élèves, c'est absolument génial, parce que ça, c'est une entrée qui peut être hyper intéressante par rapport aux différentes compensations. Alors, qu'on peut envisager pour un jeune. Je parle bien, je ne parle pas de ceux qui ont des gros soucis de handicap forts, qui nécessitent forcément des adaptations et des compensations qui sont claires, nettes et précises, et on ne peut pas revenir là-dessus. Mais je pense à tous les autres qui ont souvent des petites compensations parce que voilà, c'est pas toujours simple l'école, on est bien d'accord. Ils sont pas forcément toujours aidés, c'est pas un reproche ni un jugement de ma part, mais ils sont pas toujours aidés par leurs parents non plus, parce que plus ils s'éloignent dans la scolarité, plus les parents s'éloignent aussi quelque part de leur capacité à eux. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, cette grille d'observation et d'évaluation, parce qu'elle peut être utilisée une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et tout au long, et qui permettrait en fait de petit à petit réadapter des PAP ou des documents équivalents. Et voilà, je voulais vous remercier mais c'est vrai que vous, les Canadiens, vous êtes tellement forts dans ce domaine-là, va falloir que je vienne là-bas, ça c'est clair. Ah ben, vous êtes le bienvenu, certainement, et puis on vous accueillera au Québec plutôt qu'au Canada. Ouais, c'est vrai. En plus, on a des attaches à Briassé avec le Canada, donc on va pouvoir faire ça. Okay. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Plaisir. Peut-être faire un petit bout sur ce qu'il vient de dire Bertrand aussi, c'est qu'une grille sur les capacités ou les compétences des élèves permet aussi aux enseignants de réfléchir à qu'est-ce que je dois enseigner pour qu'ils soient de plus en plus compétents. Et donc, encore une fois, ça dépersonnalise et ça permet de faire la réflexion sur soi comme quel enseignement est-ce que je donne et est-ce que je dois améliorer certains éléments pour être plus capable d'offrir ça à mes élèves. Donc, tu sais, j'en ai pas parlé, mais un concept que j'aime beaucoup qui est les environnements capacitants, en quelque part, c'est un peu ça. C'est qu'on veut rendre capable tous les sujets de l'école. Donc, les élèves, mais aussi les enseignants, les AESH, les AVS, tout ça, on veut que les gens se sentent compétents. Et pour qu'ils soient compétents, il faut être capable de mettre ça au centre de la table puis d'en discuter. Julie, est-ce qu'il nous restait des... Alors, non, j'ai regardé, j'ai envoyé des messages sur WhatsApp, tu les as pas Oui, vus. je viens de les voir. En fait, finalement, un grand merci Nancy, parce que les questions, nous, qu'on avait listées, finalement, tu les as traitées. On était sur quel petit pas pour avancer. Alors, maternelle, primaire, collège, lycée, pour moi, et je pense que Raphaël et Corinne et Cécile, vous serez d'accord avec ça, on est sur quelque chose de tellement universel dans ce que tu nous as décrit et explicité, que là, pour moi, cette question-là, elle ne se pose pas, et c'est important de gommer, en fait, puisqu'on est vraiment sur un travail d'équipe au sens général du terme. Les ressources et les outils, un grand merci aussi de nous avoir partagé tout ça, et je pense que si on rejoint les ressources que tu as citées avec les liens que tu as donnés, je pense qu'on trouvera foison d'éléments.
Ouais, je plus sois sur Vas-y, la vidéo, on Raphaël. l'avait présenté l'année dernière aux enseignants spécialisés. Comment Nancy vous a présenté la métaphore du match de baseball, on la voit un peu partout. Et justement, Nancy je me souviens, tu nous avais dit, tu avais essayé de trouver une autre métaphore, et c'est la métaphore de la fête d'anniversaire que vous faites à la maison. Et voilà, c'est une autre manière d'envisager l'éducation inclusive. Je vous invite vraiment à la regarder, ça dure 12 minutes. En plus, il y a 2 parties. C'est un bon truc à prendre en équipe, ça. Oui, pour rentrer. Pour rentrer. Ouais, puis ça fait sens. Et tout le site, j'avais appelé ça Enseigner au Québec, là, le site là, sur lequel vous êtes envoyé. Et puis, il y en a vraiment beaucoup de ressources. Donc, vous pouvez aller voir autre chose. Il y a des choses sur l'évaluation, la planification. Bref, c'est très ouvert. Là, fait que vous ferez un petit tour d'horizon. OK. Donc, pour moi, non, c'était bon, sauf si d'autres personnes ont envie de poser des questions. Raphaël? Oui, juste, il est 58, il nous reste 2 minutes. Mais alors, Oui. tu l'as un peu dit avec le dialogue co-génératif, je crois. J'espère que je dis bien. Mais en fait, l'idée, c'est que après la capsule vidéo, elle soit donnée, que les équipes puissent travailler 1 heure. Alors, qu'est-ce que tu pourrais donner comme les petites consignes? Il y a une équipe qui peut se retrouver au boulot, là. Comment ils pourraient prendre le truc? Moi, je pense que ça serait peut-être de réfléchir à quelles sont justement les tensions de rôle que j'identifie, quels sont les leviers que j'identifie, soit dans ma classe ou dans mon organisation. Puis après ça, au moins, d'avoir cette discussion-là ensemble pour se demander ensemble qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre prochain pas par ailleurs. Alors, peut-être du coup, un autre truc que tu as dit, et si on rêvait, quoi, élargir le champ des possibles, parce que peut-être des fois, quand on rêve, du coup, on garde des trucs. J'ai bien aimé ce que tu as dit là, et des fois, il faut faire sauter la boîte un petit peu. Donc, souvent, il faut faire sauter la boîte. Surtout sur ce sujet-là, parfois, trouver les leviers quand les équipes sont un peu usées et ils ont du mal à trouver les ressources. Donc, les ressources en interne, donc de les projeter sur du rêve, ça permet de combler l'écart. Exactement. Puis c'est surprenant, vous allez voir à quel point, une fois qu'on se croit farfelu, on revient, puis à un moment donné, les choses se structurent, puis on se dit, pourquoi qu'on ne le fait pas? Allons-y. Donc, chaque fois, moi, je le vois comme étant, je marche vers l'horizon, hein, puis on le sait, plus on marche vers l'horizon, plus elle se pousse. Donc, on n'y arrivera peut-être pas à y toucher, mais au moins, on marche vers, puis on est émerveillé pendant qu'on le fait, donc c'est fantastique. Bon. Un grand merci, Nancy. Je pense que tous ceux qui étaient là te remercient. Enfin voilà, Nancy, elle est venue, elle prend du temps, elle est chez elle. Vous voyez, on voit même son intérieur. Elle donne de sa personne. Un grand merci, Nancy. Un grand merci, oui. Et puis, merci à vous, puis au plaisir de se voir ce soir. Au plaisir de se revoir. Merci. Ouais. Bonne soirée, du coup. Bonne soirée à tous. Et puis on remet ça à tous. Bonne au mois de soirée, novembre. merci.